Bonjour à tous, nous sommes au salon All for Content, salon digital cette année. Je suis ravie d'être présente. Nous allons discuter aujourd'hui de brand content et de content marketing avec deux invités qui sont Laurence Vignon et Marion Cousin qui sont ici avec moi et que je laisse se présenter. Bonjour Laurence, bonjour Marion. Bonjour Anna, merci beaucoup de nous avoir invités. C'est un honneur et un plaisir d'échanger avec Marion. Donc, je suis Laurence Vignon. Je co-dirige une agence qui s'appelle Ici Barbès, qui est une agence indépendante qui fait de la communication intégrée, c'est-à-dire aussi bien des dispositifs 360 qui intègrent de la publicité que des dispositifs sur des verticales plus précises et en particulier une verticale contenu qui fait partie de l'ADN de l'agence puisque ici Barbès est aussi le résultat d'une histoire et dans cette histoire il y avait Textuel Lamine que peut-être de plus anciens dans le public connaissent. Voilà, pour ce qui est de l'agence, on est 75 collaborateurs et je suis bien contente de les représenter aujourd'hui. Mario. Merci Anna pour cette introduction. Ravie également, Laurence, de pouvoir dialoguer avec toi aujourd'hui. Je suis Marion Cousin. Je dirige une activité qui s'appelle InfoPro Digital Stories, qui est intégrée au sein d'un groupe média qui s'appelle InfoPro Digital, qui est un groupe média professionnel positionné sur le marché du B2B. Donc nous sommes une activité relativement récente avec une quinzaine de collaborateurs spécifiquement dédiés à cette activité. Et on est dans un grand groupe qui compte un peu plus de 3500 collaborateurs au total. Cette activité de contenu, donc, elle est récente dans le groupe média. Et l'idée, c'est effectivement de déployer des dispositifs de contenu sur des verticales sectorielles qui sont celles du groupe média et sur des dispositifs de contenu intégrés mixant différents formats. Ok, merci Marion, merci Laurence. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous. On a travaillé ensemble, Laurence, nous très longtemps chez Textuel Lamine justement sur ces questions de contenu, et nous plus récemment Marion. Donc vous êtes vraiment deux représentantes très importantes, je pense, de toutes ces questions de contenu, ce dont on va parler aujourd'hui, et en particulier de ces terminologies qu'on emploie, brand content, content marketing. C'est une notion qu'on aborde depuis longtemps, on le disait, notamment Laurence Textuel Lamine, pionnier dans la communication éditoriale. On parle à l'époque de communication éditoriale justement avec les consumer magazines, l'outil, on se disait le support relationnel par excellence, parce que l'idée c'est ça, c'est qu'avec le contenu, on va rentrer en relation, voire aujourd'hui en conversation avec les audiences. J'ai quelques chiffres et peut-être une première définition à vous proposer à toutes les deux, ce qui nous permettra de discuter, peut-être de débattre, en tout cas de rentrer en discussion sur ces sujets. On se dit que 72% aujourd'hui des directeurs marketing pensent que le contenu de marque a plus de valeur qu'une publicité dans un magazine. On se dit aussi que 40% des entreprises pensent que la production de contenu est un levier d'acquisition et de transformation de nouveaux clients. Donc là, il y a une notion d'efficacité qu'on abordera ensemble. Et on se dit aussi que 70% des consommateurs préfèrent découvrir une marque par des contenus originaux et créatifs. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas de la production de contenu qui est liée forcément à l'histoire de la marque, etc., mais vraiment une capacité à produire un contenu original, spécifique pour une audience ou concernant un sujet en particulier. On peut tenter de poser une définition si vous êtes d'accord toutes les deux. On en a parlé chacune, enfin avec chacune, j'en ai déjà discuté parce qu'on a travaillé ensemble et puis on en a discuté toutes les trois. Je pose comme ça, la stratégie brand content se construit sur la base du réel, c'est ce que je m'étais dit. L'histoire et l'actualité de la marque et de l'entreprise sont très importantes et c'est ce qu'on va essayer de déployer. Le métier, les expertises, la position et les engagements sociaux à travers des histoires. Ce qu'on se dit, c'est que l'art de l'éditorial consiste à raconter des histoires. Qu'en pensez-vous toutes les deux? Est-ce que j'ai bien posé le sujet? Est-ce qu'il y a d'autres définitions à donner ou est-ce qu'on essaie de définir un peu autrement ces deux termes? Alors moi je vais peut-être commencer et Oui, évidemment bien sûr. laisser Marion compléter, voire s'opposer gentiment. Il y a plusieurs points dans ce que tu dis, Anna. D'abord, je voulais reprendre la notion de consumer magazine comme étant un peu l'outil vaisseau amiral de ce que peut représenter le brand content. Ça l'a été, au sens où je pense que le consumer magazine a vraiment défini ce que pouvait être
le contenu intéressant qui stretch le territoire de marque pour aller effectivement apporter une information plus généreuse, plus désintéressée. Mais aujourd'hui, je pense qu'on se donne du Consumer Magazine une vision assez print qui est de moins en moins vraie puisque le digital a considérablement changé la donne et effectivement a sans doute augmenté la valeur stratégique de la relation, des audiences et de la distribution du contenu. Ça, c'est un premier point. Après, pour reprendre tes points de définition, il y a un mot qui m'a intéressée, c'est effectivement le fait que le brain content, ou en tout cas les stratégies de contenu, s'appuient sur le réel. C'est pas tout à fait vrai au sens où effectivement, si le réel peut donner de quoi effectivement raconter et avoir un storytelling, parce qu'il y a plein de mots autour du brain content qui ont finalement, on peut les utiliser des uns à la place des autres, c'est pas très grave, mais créer un storytelling de marque fort parce que la marque a en elle de quoi raconter des choses intéressantes. Je pense en particulier à Leroy Merlin, qui à partir de son offre intrinsèquement peut apporter du contenu sur tout l'univers de l'inspiration en matière de décoration, mais aussi de tout ce qui peut faire aujourd'hui des réponses à des sujets ou à des préoccupations de chacun sur finalement un habitat plus durable, plus écologique. Tout ça, c'est intrinsèque à l'offre de Leroy Merlin. En revanche, cet appui sur le réel, c'est pas le seul, et je pense que le brain content peut aussi être élargi à comment prolonger des stratégies publicitaires qui parfois sont uniquement basées sur la création d'un imaginaire de marque, et c'est de cet imaginaire de marque qu'on va faire naître des stratégies de brain content. Je pense par exemple à une saga qui a marqué les esprits, qui est celle de Oasis, qui, avec ses fruits et tout ce qui a pu être imaginé en termes de brain content autour de ces fruits, qu'il s'agisse de médias sociaux ou même carrément de films, a nourri un imaginaire de marque qui ne s'appuyait pas sur le réel. Mais je vais laisser peut-être Marion compléter ces points. Oui, effectivement. Je dirais que de toute façon, il y a clairement un socle commun entre les deux. Pour le coup, si on fait l'exercice de la définition et d'essayer d'un petit peu de cadrer les concepts. Clairement, l'idée, c'est de produire des contenus pertinents pour des audiences spécifiques et en cohérence avec l'ADN de la marque. Je pense que ça, c'est un socle commun sur lequel je pense que tout le monde peut s'entendre. Si on devait aussi en revanche travailler un petit peu la distinction entre les deux modalités d'expression, quel content marketing d'une part et quel brain content d'autre part, je dirais que ce serait une différence de curseur avec une dimension aspirationnelle, donc du coup dont tu parlais tout de suite Laurence, avec cet appel à l'imaginaire, aux valeurs, où on va un petit peu au-delà du réel, qui, elle, je pense, est une caractéristique du brain content en tant que tel, et qui est peut-être un petit peu moins travaillé ou un petit peu moins présent dans le content marketing, où là, on va peut-être être plus ancré sur une valeur d'usage, une valeur d'utilité du contenu, puisqu'il y a cette dimension marketing, et c'est d'autant plus vrai quand on est dans un univers B2B, où là, il y a cette dimension métier et professionnelle qui affleure tout le temps, et où la valeur d'usage et la valeur d'utilité est clé dans un contexte professionnel. Donc, je pense que ça permet également, en complément de ce que tu viens de dire, Laurence, de compléter ces éléments de définition. Oui, je partage complètement ces points de distinction et de rapprochement. Je pense à partir du moment où on est dans des univers de communication et des exigences de communicants, il faut penser le brain content ou le content marketing en relation avec la marque, avec l'identité de la marque, ce qui fait sa distinction, et vraiment travailler à nourrir la marque, et effectivement distinguer sans doute le content marketing du brain content comme tu l'as fait. Ok, donc ce que je comprends de ce que vous dites toutes les deux, ils sont pas forcément en opposition.
pas forcément liés. En tout cas, il y a des points de rapprochement et des points de distinction dont on va discuter. Mais ce qui les rassemble, ce serait la relation avec la marque, si j'entends bien ce que vous me dites. Oui, Notamment ce que tu disais, Laurence, le contenu pour nourrir la marque, l'identité de marque. Si on parle de Leroy Merlin dont tu parlais tout à l'heure ou de la Fnac, c'est typiquement la manière dont elles axent leur stratégie de brand content. Oui, de quelques sujets, de quelques marques qu'il s'agisse, ça paraît une évidence, mais parfois c'est bon d'enfoncer des portes ouvertes. Euh, notre devoir de communicant, c'est de dire aux marques que ça repose encore une fois sur une stratégie et sur un axe stratégique et créatif publicitaire, ou que ça repose sur quelque chose de plus institutionnel ou corporate ou produit au sens B2B du terme. Ce qui est important, c'est de servir la marque, de servir les intérêts de la marque et de servir, encore une fois, sa distinction, sa légitimité dans un univers où la bagarre, on y reviendra sans doute, mais la bagarre de l'attention et les conditions de l'émergence sont quand même des conditions aussi sur lesquelles on travaille beaucoup. Et ça, on doit toujours le faire en s'attachant vraiment à trouver et à nourrir les caractéristiques et les identités de marque. oui, Très là-dessus, clair. je suis complètement d'accord. De toute façon, les deux sont un levier d'expression de la marque, avec des différences de curseur, éventuellement des différences de modalités. Mais dans tous les cas, brand content, content marketing font partie intégrante de la stratégie de marque et de son territoire d'expression sous différentes modalités. Et il y a forcément une cohérence absolue entre la marque et ses modalités d'expression. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de ligne de fracture, il n'y a pas de rupture. Il y a une cohérence globale entre les modalités d'expression et l'ADN de marque. Ok, et toi Marion, quand on en a discuté dernièrement, tu me parlais de la valeur d'usage. On s'était dit que c'était assez intéressant d'aborder cette question sur l'aspect content marketing, donc un contenu peut-être je sais pas, plus dense, plus tactique, en tout cas proche du marketing. C'est pour ça qu'on l'appelle content marketing. Dis-nous ce que tu en penses. Il y a cette valeur d'usage que tu voulais intégrer, je pense, dans notre discussion, qui est intéressante à aborder. Oui, cette valeur d'usage dans la mesure où elle est plus ancrée sur le bénéfice apporté par la marque. Ce bénéfice, il peut prendre différentes formes, c'est-à-dire que c'est pas forcément un bénéfice concret, ça peut être un bénéfice qui prend la forme de la simplicité, ça peut être un bénéfice qui va prendre la forme du confort, du bien-être au travail, de la sérénité d'esprit parce que le service ou la solution va m'apporter quelque chose. Et nous, ce qu'on va raconter, c'est pas forcément le service ou le produit en lui-même, surtout en B2B où des fois ça peut être des services un petit peu techniques, un petit peu pointus, difficiles à expliquer. Et du coup, là, on va raconter le bénéfice de l'usage du service. Donc, c'est là qu'on va, dans une mécanique un petit peu plus complexe, raconter l'histoire du bénéfice et du coup, par là, raconter la valeur ajoutée de la marque à travers sa stratégie de contenu. Ok, très clair. Donc on se rend compte qu'il y a quand même des différences. Si on a deux manières peut-être d'en parler là, une manière un axe qui les rassemble, ce serait l'axe, on en a parlé ensemble déjà, de la performance, et un axe qui les distinguerait, ce serait celui de la temporalité. Qu'en pensez-vous? La performance aujourd'hui, tout contenu proposé par une marque doit être de toute façon performant. C'est ce qu'on se disait. Qu'en pensez-vous? On est bien toujours en face sur cette idée de performance, mais je pense que c'est une question très importante parce que souvent les marques, comme on dit du contenu en se disant bon bah tu vas faire du contenu mais je veux pas que ça serve que mon image. Il est hors de question que tu produises du contenu simplement pour être joli, pour exister. Je m'en fiche un peu d'avoir un beau feed Instagram si j'exagère un peu, mais j'ai besoin d'un contenu qui marche, qui fait vendre, qui fait agir. Donc qu'en pensez-vous toutes les deux? On est bien sur cette phase en ce moment, en tout cas 2021, qu'on peut plus produire du contenu juste pour être joli. Si je peux parler comme ça. Je n'ai pas changé d'avis depuis qu'on a préparé, et je pense que Laurence non plus. Oui, effectivement, la notion de performance, maintenant, elle est native en content marketing, elle fait partie de l'ADN des contenus B2B, ça c'est clair. Elle fait clairement aussi partie de la demande des annonceurs aujourd'hui par rapport à ce que tu disais, Anna. Quand on discute avec des clients, avec des annonceurs, ils ont tous derrière l'idée de la performance, l'idée du ROI, du contenu, finalement, à quoi ça sert? Est-ce que ça va permettre d'améliorer ma notoriété? Est-ce que ça va permettre de valoriser mon expertise? Est-ce que ça va transformer au sens quantitatif et pas uniquement qualitatif?
Et c'est là, quand on est dans une démarche de content marketing vraiment globale, le contenu, il fait partie intégrante d'un dispositif. C'est une des briques d'un dispositif. Je vais prendre un exemple concret. On peut avoir un dispositif qui peut être basé sur 3 briques, par exemple une étude, une dimension contenu et un dispositif de lead generation. Le contenu n'est qu'une partie intégrante du contenu. La partie étude, elle va permettre de nourrir le discours avec de la data structurée. Le contenu va amplifier ces éléments de contenu à proprement parler, ces éléments de discours, c'est ça que je voulais dire. On va le mettre en scène, le raconter, imaginer un fil narratif pour raconter l'histoire et le bénéfice de la marque. Et la lead generation, elle va aller travailler tout le ciblage, et là, on est complètement en digital. Effectivement, je ne l'ai pas dit en introduction, mais ça fait partie de la nature même du dispositif. Là, va permettre de travailler tout le ciblage et d'aller chercher les audiences sur les carrefours d'audience, là où elles se trouvent sur le web. Et du coup, le contenu intégré dans toute cette chaîne, dans toute cette mécanique marketing, intègre nativement la notion de performance. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, c'est pas parce que la notion de performance est clé et intégrée d'emblée dans le dispositif que le contenu en lui-même n'a pas de valeur. Et là, nous, ça nous oblige, acteurs du contenu, à vraiment rester exigeants sur la valeur ajoutée que le contenu en lui-même va apporter. Parce que s'il y a déception sur la nature du contenu, et ben, du coup, il y a déception dans la relation à la marque. Et là, alors même que le contenu est là pour apporter la preuve de l'expertise, là, le contenu en lui-même aurait raté sa cible. Donc, il y a bien sûr la notion de performance et la valeur ajoutée du contenu en lui-même. D'accord, mais c'est vrai que quand on parle de content marketing ou de lead gen, etc., donc je pense au marketing automation, tu sais, tu reçois des mails avec les livres blancs à l'appui, comment tu récupères la data, etc. Je pense un flux de contenu incroyable. Et on en parlait avec Laurence et je pense qu'elle rebondira très bien dessus tout de suite. C'est que l'idée, c'est qu'à un moment donné, on parle d'infobésité depuis longtemps. Infobésité, pardon, je parle vite, mais on en parle depuis longtemps. L'audience est surchargée d'infos, on en a de partout, les plateformes se démultiplient, on est WhatsApp, TikTok, j'en sais rien, Insta, Facebook et notre lecture quotidienne sur le mobile. Bref, on est vraiment sursollicité. Donc, à un moment donné, je me demande comment on fait pour attirer l'attention finalement des audiences avec tout ce contenu. Est-ce qu'il y a encore une place pour l'attention d'ailleurs? Est-ce que voilà, comment on fait pour de vrai avec apparemment, j'imagine un peu de pertinence et beaucoup de pertinence dans la proposition des contenus. Mais comment on fait pour retenir cette attention? Alors moi, j'ai pas de recette magique sur la manière. Mais j'attends ça, moi. On voudrait des tips. C'est une recette magique, Laurence. J'ai pas de recette magique sur la manière de retenir l'attention et de faire en sorte effectivement d'émerger dans une profusion et une multiplication de contenus qu'on scrolle sur notre téléphone ou que on regarde un site, qu'on soit sur YouTube, etc. Et la seule recette, je la partage sans doute avec Marion, c'est évidemment de se dire que finalement une des façons d'émerger, c'est d'intéresser et finalement de produire du contenu de qualité. Après, la question qui peut se poser, c'est finalement celle du est-ce que faire moins, c'est faire mieux? Est-ce que se donner le temps du temps long, c'est une garantie finalement de faire de la qualité et de capter un peu plus l'intérêt des audiences. C'est vraiment des questions, je pense, qui se posent fortement en ce moment. Moi, après, ce qu'on constate d'ailleurs, c'est que comme il y a une profusion de contenu, bizarrement, on assiste, et je l'ai remarqué, j'ai remarqué plusieurs articles d'ailleurs à ce propos, on assiste au retour des newsletters en push. Et pourquoi des newsletters en push ? Parce qu'à un moment donné, ça donne rendez-vous aux lecteurs et ça leur donne un condensé et une manière d'accéder à l'information sur des thématiques ou des moments dans la journée où ils peuvent être plus captifs. Et ces newsletters qui saucissonnent un peu le contenu font des propositions à des audiences pour aller plus directement
encore une fois, à des moments de la journée où ils sont plus captifs ou sur des sélections thématiques où on leur apporte le contenu de manière plus, comment dire, plus ciblée. Plus anglais. Et plus anglais, effectivement. Et puis le deuxième point, c'est aussi finalement de penser à ce temps long et à ce que ça peut offrir aux lecteurs, aux audiences d'intérêt. Si on regarde le succès des deux grandes enquêtes de Society, là on parle de contenu papier, mais peu importe, cet été, avec une grosse pagination, avec 2 numéros consacrés à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, on se rend compte que la mise en œuvre d'un gros travail d'enquête, d'un gros travail qualitatif qui s'est donné du temps, pourtant sur une affaire surmédiatisée, a tout d'un coup su provoquer l'intérêt des lecteurs parce que ça a apporté quelque chose de nouveau, de différent. Et peut-être que c'est... alors on oppose souvent le snack content et le slow content, mais encore une fois, j'ai pas les recettes sur la manière de se sortir vainqueur de la bataille de l'attention. Mais il y a quand même, on voit quand même émerger des tendances et on voit quand même effectivement cette prise de conscience sur l'enjeu de qualité, je pense. Et je rejoins en ce point Marion. Et il y a peut-être aussi une histoire de moyens, parce que quand tu vois Hermès qui propose, alors il y a longtemps maintenant, mais Les Mains d'Hermès par Frédéric Lafont, un documentaire autour de l'artisanat, etc. Et quand tu vois une marque qui s'approprie, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir un compte TikTok pour s'approprier un challenge, qui rentre via un influenceur TikTok sur un challenge pour s'exprimer, on se dit qu'il y a quand même une histoire de moyens aussi, où on met évidemment de créer un documentaire, ça coûte des 1000 et des 100, comme on dit, alors qu'une opération TikTok avec un influenceur sera bien moins onéreuse. Il y a aussi toute l'histoire du paid, comme on émerge sur Insta ou Facebook aujourd'hui. Évidemment, c'est des campagnes payantes. Donc, il y a aussi peut-être cette dimension qu'on n'abordera pas là, mais qu'il faut quand même souligner aussi parce que ça fait partie, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, de la stratégie brand content aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que la question que tu poses, qui est au centre de ça, c'est produire du contenu, quel qu'il soit, soit du contenu très qualitatif sous des formats documentaires ou des longues rides ou des choses qui demandent du temps ou qui demandent de l'engagement créatif ou que ce soit du snack content, c'est se poser toujours la question de la distribution de ce contenu. Et donc finalement, TikTok pour moi est une manière c'est une plateforme en fait, c'est pas un contenu TikTok et c'est une plateforme qui demande certains formats comme Instagram, etc. Et donc un contenu s'il n'est pas pensé en amont en fonction. Ah, ça, c'est très important, ça. Excuse-moi, Laurent, je te coupe parce que c'est vraiment important cette notion de penser en amont et c'est tout l'intérêt de notre métier aussi d'ailleurs. Hein. C'est que TikTok, pour certains, c'est quand même de la production de contenu parce que tu as de la vidéo, tu as accès à des zones de montage. Alors, je connais pas par cœur ce réseau. Malheureusement, ma fille le connaît mieux, mais on peut monter soi-même, on peut produire son contenu et pour certains, c'est une vraie production de contenu. Et ce que tu dis là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il va falloir, pour une marque en tout cas, il ne s'agit pas de produire sur une plateforme un contenu spécifique à droite à gauche et de s'adapter au code de la plateforme, mais bien de réfléchir en amont à ce que la marque veut dire et à son lien, parce que c'est pas évident, je pense qu'il faut le redire ici, à son lien avec son ADN, en tout cas sa promesse ou sa plateforme de marque. Oui, exactement. Je vais laisser peut-être Marion compléter, mais en tout cas, je pense que il faut penser en amont un contenu évidemment dans ce qu'il a de légitime, d'intéressant. Enfin, on a suffisamment parlé de l'importance du lien avec la marque. Et il faut penser en amont la manière dont on le réalise, dont on le produit, voire dont on le reproduit ou en tout cas dont on l'angle différemment, parce que la question de la distribution du contenu, à mon avis, est une question centrale. Ok. Très clair. Et il y a des marques aujourd'hui qui produisent d'ailleurs du contenu
spécifiques, faciles d'appropriation. Je pense à TikTok notamment, qui produisent du contenu facile d'appropriation pour un TikToker ou un Instagrammeur qui va reprendre le contenu, en faire une parodie ou j'en sais rien, rajouter une musique et son contenu sera distribué mais aussi partagé. Forcément, redistribué ou repartagé. Ouais. Penser longue vie du contenu. Très bien, c'est très clair pour moi sur ce qu'on a essayé de poser. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment opposé les deux notions, et tant mieux, je pense. À la marque de réfléchir à sa stratégie et de poser ensuite ses jalons selon ses piliers éditoriaux et sur quoi sur quel canal elle va pouvoir s'exprimer. Si on peut synthétiser, j'avais une définition et peut-être qu'on peut réfléchir là-dessus toutes les trois, qui est donnée par Google. On se dit comment produire un bon contenu finalement, que ce soit du brand content, du content marketing. Si on veut ériger, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, une marque en marque média. Est-ce qu'on se base sur des clés? Est-ce qu'il y a comme ça des choses à respecter pour produire un contenu très bon, qui soit pertinent comme vous le disiez? Moi, j'ai une petite clé qui est donnée par Google, qui est Convince, Educate, Entertain et Inspire, avec laquelle je travaille beaucoup, notamment avec Richard de R2, une agence avec laquelle je travaille. Et c'est l'idée de convaincre. Donc, convaincre les audiences du bienfait d'un produit ou d'une institution, etc. Educate, donc tu l'as beaucoup dit, toi, Laurence, je l'ai lu dans les médias depuis qu'on se connaît pas mal. Tu dis souvent produire du contenu intéressant et pas intéressé. Et ça, je l'ai vu. Il n'y a pas un trademark, Laurence Vignon, sur cette. Si. Du tout. Je me demande s'il ne faut pas d'ailleurs le rendre plutôt à César, c'est-à-dire en l'occurrence à Daniel Beau, mais c'est une phrase qu'on reprend souvent parce qu'elle est très simple et mémorisable, donc d'où l'efficacité de la communication. Et elle fait très vite écho à ce que peut être effectivement le brand content en relation avec des stratégies ou en tout cas oui, en relation, parce que je pense que c'est avec des stratégies plus commerciales. Très business, où tu vois le produit. Oui. Puis je pense qu'elle est clé également dans la définition de notre métier. De toute façon, où ce qui va aussi permettre d'émerger, c'est la créativité, l'exigence de qualité au service de la marque. Ok, c'est pour educate. Donc, on a convince, on doit convaincre, convince. Educate, avec mon bel accent English. Educate, donc vraiment éduquer, rendre intéressant. Entertain aussi. Donc, l'idée vraiment d'être un peu fun. En tout cas, ça, c'est vraiment tout Red Bull. La manière d'embarquer vraiment l'audience dans une expérience incroyable. Donc, Red Bull avec la Content Pool, on en a déjà pas mal parlé et tout le monde connaît ce cas, mais qui a réussi vraiment. On pense même plus à la boisson Red Bull finalement. On pense aux opérations de communication. Et à ces athlètes qui se baladent un peu partout avec leur GoPro et puis qui nous racontent leur vie. Donc ça, c'est vraiment l'entertain. Et puis l'inspire, vous en parliez très bien tout à l'heure, toutes les deux, comment on inspire à travers l'histoire d'une marque les audiences. Donc peut-être qu'on peut se dire que c'est les clés pour réussir son contenu, ou alors on pourrait aussi se dire qu'est-ce qu'un contenu vraiment peu réussi. Est-ce que c'est possible de parler comme ça? Je pense pas, mais voilà, donner quelques clés peut-être aux gens qui nous regardent sur ce que serait un contenu réussi ou un contenu raté. Déjà, je remercierais Laurence d'avoir dit qu'elle n'avait pas la recette magique, parce que je pense que c'est tout l'enjeu de notre métier que de chercher la recette magique. Je pense que c'est à la frontière ou aux confins de tout ce que tu as décrit, Anna. Ce qui est un bon contenu, c'est finalement un contenu qui rencontre son audience. Et je pense qu'un contenu raté, si on devait le définir, c'est celui qui ne va pas rencontrer son audience et qui sera pas lu, tout simplement, en fait. Oui, mais moi, je rejoins ce point. C'est rejoindre son audience et au-delà, je pense, rejoindre ses attentes. Et par rapport aux termes que tu donnais, les différentes manières de rejoindre les attentes de cette audience, c'est de s'inscrire dans ses aspirations, qu'elles soient générationnelles, qu'elles soient en termes d'attentes pédagogiques, qu'elles soient en termes d'apport, s'il s'agit de créativité, etc. Et le fait que, par exemple, l'entertainment soit une manière de rejoindre les audiences est tout à fait juste.
parfois, on a tendance à se dire, c'est un petit peu la définition que tu posais au début, le brain content en lien avec le réel, c'est un petit peu ennuyeux ou ennuyant, mais il y a mille et une manières de le faire. Et en effet, ça rejoint aussi le travail qu'on fait pour les marques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que nous, en tant qu'agence, on soit capable d'orienter aussi les marques sur le ton qu'elles doivent adopter pour rejoindre leurs audiences. Et un des enjeux, évidemment, c'est l'efficacité, mais c'est aussi, et dans cette efficacité, c'est d'ailleurs à mon avis un des KPI, mais c'est aussi la manière dont ce contenu va pouvoir proposer une expérience aux audiences et d'une certaine manière va pouvoir les engager et les rendre un peu fidèles à l'expérience que la marque propose. Et voilà. C'est très chouette. Et ça me fait penser à cette notion, on l'a pas abordée là. Peut-être que vous n'allez pas du tout vouloir en parler, que j'embrouille encore plus le débat. Mais cette notion de marque média, justement, quand tu dis engager, rendre fidèle, il y a on parlait de ça pour le Leroy Merlin, Laurence, tu sais, on en avait parlé il y a très longtemps, je me rappelle, on avait des confs dessus à l'époque. La marque média, c'est pour ça que j'avais parlé de réel, c'est une marque qui est capable de s'ancrer dans le quotidien de ses publics et de lui proposer un contenu qui lui correspond à 100%. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on en parle toujours de la marque média? Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est encore un autre mot, storytelling, brand content, content marketing? Est-ce qu'on le définit ici ou est-ce que ça n'a pas son sens dans cette conférence, dans ce débat, si on peut appeler ça un débat? Je vais envoyer la question à Marion parce qu'elle travaille dans un groupe dans lequel il y a des médias et donc c'est intéressant, je pense, d'avoir son point de vue. Merci de me renvoyer la question. Je vous en prie, c'est pas de problème. Non, mais alors, en plus, nous, on est un petit peu, du coup, je sais pas, un petit peu schizophrène sur le sujet parce qu'on a des marques médias qui sont des médias en tant que tels. Pour le Moniteur, je le rappelle pour les gens qui nous regardent, Moniteur, LSA. De l'assurance, LSA, Gazette des communes. Il y en a plus de 40, donc je vais m'arrêter là et je sais que j'en oublie. Donc clairement, nous, on a des médias en tant que tels dans le groupe et par ailleurs, on aide et on accompagne nos clients annonceurs ou eux-mêmes à s'exprimer comme un média. Voilà. Donc du coup, grâce à tes journalistes, peut-être aussi entre guillemets, enfin peut-être pas tes journalistes en tant que tels, parce qu'on n'a pas forcément toujours le droit de travailler avec eux, c'est ce qu'on se dit souvent, mais peut-être la valeur journalistique, en tout cas, des rédacteurs avec lesquels tu travailles, des pools de rédacteurs, des consultants, ou en tout cas, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être pour ça qu'on parle de marque média et qu'on propose ça à certains annonceurs. La valeur journalistique, clairement. Après, oui, déontologiquement, c'est deux mondes distincts. Oui. De toute façon, ça, c'est pour ça que je l'ai rattrapé. Ça, c'est véritablement la ligne qui fait la différence entre le média et la marque média. Là-dessus, je crois que de toute façon, c'est réglementaire et déontologique dans le métier, donc il n'y a pas de débat. La valeur journalistique ou la forme d'expression que la marque en tant que média souhaite prendre, c'est là qu'il va y avoir en revanche des points de convergence et une porosité. Et après, les marques en tant que marque média, ça dépend jusqu'où elles veulent aller dans leur modalité d'expression. Ok, très clair. On a quand même bien fait de l'aborder. Et juste pour compléter, parce qu'effectivement, c'est normal dans un groupe média de parler de valeur journalistique, alors que je pense que là aussi, c'est peut-être un point de complémentarité. Dans une agence de communication, on va parler plutôt évidemment de valeur ajoutée journalistique quand c'est nécessaire, et là encore une fois, quand c'est légitime par rapport à ce qu'on a imaginé en amont, mais je pense qu'il y a plein de façons d'imaginer, créer du contenu ou du brain content à travers la photographie, la vidéo, l'appel à des artistes, des partenariats. Donc, on est peut-être moins, nous, engagés uniquement sur la valeur ajoutée journalistique, mais plutôt sur l'exigence autour de l'écriture, de quelque écriture qu'il s'agisse. D'accord, c'est intéressant ce que tu dis, de quelque écriture. Donc ça veut dire que par exemple, en effet, de la photo, ou de la photo, ça, là où
Là où dans les médias, on va s'attacher à travailler avec des journalistes, que ce soit sur de la vidéo, du social media, etc., pour angler et trouver une ligne édito. Vous expliquez plutôt, enfin en tout cas, vous tentez Moi, j'aurais de envie construire une stratégie de contenu. Mm. on va Comment? travailler plutôt avec des créatifs. D'accord. Et, Ah oui, et c'est intéressant. on peut Ok. tout à fait imaginer qu'il y a des journalistes qui sont embarqués dans cette manière. Encore une fois, tout dépend du territoire qu'on aura défini et de ce qu'il embarque en termes d'expertise, de savoir-faire, qu'elle soit encore une fois journalistique, mais qu'elle soit plus largement de savoir-faire créatif. Ok, très clair, super. Je pense qu'on a pas mal abordé la notion de contenu en règle générale et brand content, content marketing plus clairement. Je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Pour finir, peut-être une dernière petite partie sur ce qui nous attend, sur les tendances ou ce qu'on a vu émerger ces derniers temps. Je pense évidemment à la crise qu'on est en train de vivre et les confinements successifs. Et là, on y arrive encore avec ce 18 heures apparu il n'y a pas très longtemps. Je voulais vraiment faire un point là-dessus parce qu'on a vu l'émergence, alors ça existait déjà, mais l'émergence des lives. Alors je pense à Instagram, les lives Insta, tu parlais de rendez-vous au début de conférence, Laurence. En effet, il y a ce rendez-vous qui se crée avec des Instagrammeurs et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont présents sur Instagram, je dis n'importe quoi, du contenu sport, du contenu, enfin vous voyez mieux que moi. Et le fait de proposer des lives tous les vendredis à 18 heures par exemple, c'est l'idée de donner un rendez-vous à son audience pour qu'elle perde pas de fil avec toute la foisonnement de comptes qu'elle peut suivre. Pareil, je pense également au webinar de ton côté, peut-être Marion. Tu pourras en dire deux mots. Là aussi, l'émergence de plus en plus de webinars pour prendre le temps de se poser sur un sujet avec des réactions en live, etc. Et des techniques qui sont forcément digitales puisqu'on n'a pas eu le choix pendant un petit moment. Qu'en pensez-vous? Vous êtes d'accord avec moi sur l'émergence, j'imagine, de ces lives? Est-ce que c'est quelque chose que les clients vous demandent ou enfin, j'imagine qu'ils prennent de l'importance chez vous? Moi, je vais laisser parler Marion sur l'aspect webinar. Je trouve qu'en B2B, c'est particulièrement intéressant. Simplement sur l'aspect général, il y a une évidence, c'est que la crise sanitaire a augmenté la digitalisation de nos usages. De fait, on n'avait pas tellement le choix. Et Même aujourd'hui. Et voilà, et que ça a entraîné, je pense, une petite agitation pour exister en particulier à travers une production de contenu plus dense. C'est pas sûr qu'on continue sur ce rythme-là et que ce soit une bonne idée. Et aussi, je pense, par une nécessité de garder le fil avec les audiences dans un contexte aussi où l'événement, malheureusement, l'événement physique a disparu, tout simplement. Ouais. Donc de garder le lien avec les audiences, et je pense que Marion va très bien parler des webinars qui, à mon avis, sont très significatifs en termes d'expression et de format. Nous, clairement, on a observé, bon, mais ça, après, c'est très lié à la crise, à une explosion des webinars. Je pense qu'au début, ça a été très réactionnel et conjoncturel au printemps avec tout ce qui s'est passé, où les marques, à un moment donné, ont cherché un nouvel espace d'expression et du coup, il était effectivement de facto virtuel, de facto digital compte tenu de ce qui était en train de se passer. Ça c'est évident. Par ailleurs, le webinar et ce type de format, là où il est intéressant et où là, il a véritablement rencontré les usages de lecture des contenus, enfin de lecture au sens de consommation des contenus, on va dire, pour être générique, il a vraiment rencontré les usages de consommation des contenus des audiences parce qu'il y a le live et le replay. Et après, ce qu'on observe maintenant dans la durée, dans l'installation de ce type de format, c'est que du coup, les webinars se pensent comme des séries, comme des temps longs, et on est dans des séries d'émissions. Donc finalement, on est dans des narrations longues et dans des prises de parole longues qui sont chapitrées sous forme d'épisodes courts. Après, c'est une question de tempo, justement, pour trouver le bon rythme de prise de parole avec une narration qui s'installe dans le temps, un fil rouge, une prise de parole qui s'installe dans le temps et qui va être en revanche chapitrée en différentes prises de parole. Après, je crois beaucoup aussi aujourd'hui qu'il y a une tendance émergente qui est la force de la voix et des podcasts. J'allais en parler.
dans la relation que la marque va vouloir déployer et relayer, construire avec la voix et le podcast permet le temps long, permet la relation, permet, je pense, de construire une forme d'intimité parce qu'on connaît tous la voix de la SNCF. Il y a des voix qu'on a tous en mémoire. C'est quasi une mémoire intime, une mémoire physique de voix comme ça. Et je pense qu'il y a tout un travail des marques qui va être fait aussi autour de la voix dans la relation et dans la conversation. Et je pense que ça va être une des tendances émergentes qui risque de s'amplifier qui a des chances de s'amplifier en 2021 compte tenu en plus du contexte de crise qui perdure. Ouais, je partage, j'allais en parler en complément. Et c'est vrai aussi dans les logiques, on va dire moins B2B et plus communicantes, sur des audiences plus larges. C'est en train d'évoluer beaucoup, c'est en train de rencontrer son audience. Parce que finalement, comme le digital, on consomme peut-être un peu différemment la radio, au sens où la radio était très consommée sur le trajet domicile-travail. Il y avait une consommation de radio assez ritualisée. Et là, il y a je pense, un désir d'écoute apprenante, d'écoute intime aussi, avec le podcast qui me paraît assez riche en termes de potentiel. Et on en revient tout le temps un peu au même sujet, à condition qu'on fasse des choses de qualité, des choses qui rencontrent les audiences parce que ça répond à leurs attentes, à leur centre d'intérêt, et de bien le faire. Très bien. Mais écoutez, le podcast, je pense que de terminer par cette notion d'intimité et de podcast, c'est intéressant. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec vous. Je pense qu'on a donné des notions assez claires sur ce qu'est le brain content, le content marketing. On peut quand même en conclusion se dire qu'on ne les oppose pas, mais que ça dépend tout à fait de la stratégie qu'on va proposer à une marque, une entreprise, une institution, et que chacun a sa manière de vivre, ses fonctionnalités, et qu'on peut se débrouiller comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter toutes les deux? Moi, particulièrement, à part merci de nous avoir invités et réunis. Mais merci à vous. J'aurais bien aimé discuter. Merci Anna, merci Laurence. On a un petit temps imparti. Merci à vous, donc toutes les deux expertes en contenu. J'ai été vraiment ravie de vous accueillir pour le salon All for Content. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.